j'ai une tolérance au stress. T'as dit que t'es en CDI? Non, je suis inemployable. C'est quoi le plus gros conseil que tu donnerais à des gens qui passent des entretiens? Il faut que le fit soit absolu. C'est quoi le plus bel héritage que t'as envie de leur transmettre? Je parle pas d'argent. Quand tu veux quelque chose, tu taffes énormément pour l'avoir. Un bon entrepreneur. Ouais. C'est ça justement, c'est quelqu'un qui est résilient, qui aussi a pété toutes ses barrières mentales en se disant je peux. Effectivement, c'est quelqu'un qui va toujours vers la difficulté. Les amis, avant de vous présenter cet épisode, j'aimerais remercier notre partenaire du jour, c'est Achille.ai, le service client nouvelle génération. Achille automatise tout ce qui peut l'être avec de l'IA, assiste les agents avec des copilotes IA et confie le reste à une équipe humaine ultra qualifiée, mais aussi boostée à l'IA. En clair, c'est une solution clé en main pour toutes les marques e-commerce qui veulent gagner du temps sans sacrifier la qualité. Et le service client, c'est clé. Mais justement, celui qui va le mieux vous en parler, ça reste le CEO et cofondateur Florian Boré, que j'ai reçu épisode 229. Il vous parle évidemment de Achille.ai et comment il est passé de sa deuxième boîte Glady à un BPO AI First qui repense complètement le support client. Alors si vous aussi vous voulez que votre service client devienne pas un centre de coût, mais surtout un levier de croissance, je vous invite à aller faire un tour sur le site Achille.ai. Encore une fois, un grand merci à Achille de nous permettre de proposer ce podcast qui, je l'espère, va vous inspirer à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Roland Garros a commencé hier. Est-ce qu'on n'est pas dans les tons? Magnifique. Magnifique, sachant que j'ai ma raquette et que je joue après. Le mec raconte sa life. Bon, on va parler recrutement, on va parler solo founder, on va parler d'entrepreneuriat et de papa. Comment ça va, Théo? Écoute, ça va, merci de m'avoir. C'est cool d'être là, de parler de tout ça. Le mec est brandé de A à Z. C'est ça, mec. Ah là là. Ah, si je peux donner un peu d'exposition, je suis obligé. Je croyais que t'allais dire si je peux donner le t-shirt après ou le pull. Vas-y, mec. Je te l'offre. Attention, tu vas partir à poil. Raconte, qu'est-ce que Candix? Est-ce que c'est ta première boîte? Non, c'est pas la première boîte. J'en ai monté pas mal. Dans le recrutement un peu par hasard à la base. J'avais créé une boîte qui s'appelait moncvéétudiant.fr quand j'étais à l'université. Ouais, ça sent la boîte de l'uni, ça. Alors ça, c'était un peu un truc de pirate. La boîte, il y avait vraiment rien de révolutionnaire dans ce truc-là. C'était un outil pour faire son CV en ligne. Mais ce qui était assez marrant, c'est que j'avais des canaux d'acquisition qui étaient un peu fun, et pareil, étaient un peu pirates. Ça avait bien marché. J'avais fini par revendre cette boîte au bout de 9 mois. Au bout de 9 mois? Ouais. Un entrepreneur français, 100 000 balles. Pas énorme, mais t'es étudiant. Ouais, je faisais 15 000 balles par mois. Oh. Mais ensuite, ça a commencé à décliner. Et en fait, j'avais des canaux d'acquisition de fou. Et en fait, ça a intéressé un entrepreneur qui construisait un truc dans le space. Et j'ai revendu cette boîte-là. Moi, j'étais étudiant. Non, mais attends, raconte 15 000 balles par mois et tu revends quand même ta boîte 100 000. Je me dis, c'est pas ouf, non? Ça a décliné. J'ai atteint 15 000 balles par mois. C'est demandé un peu quand même de taf. En gros, j'avais des groupes Facebook. J'en avais une centaine. Il y avait plus de 100 000 membres dessus. Et en fait, fallait l'entretenir. Fallait un peu poster des trucs, un peu activer la communauté, faire de la modération. Et moi, je suis parti en Erasmus et j'ai arrêté de faire tout ça. Ça a commencé à décliner. Ouais. Et donc finalement, ça a décliné. J'ai revendu les groupes qui étaient encore quand même. Enfin, c'était un truc de malade, tu vois. Et mais la boîte, elle était à 2 ou 2500 quand je l'ai revendue, quoi. Bon. Mais surtout, c'est pas la boîte qu'il a racheté, le mec. Il a racheté vraiment les groupes. Tu vois. Ok, donc c'est. J'en avais racheté quelques-uns, d'autres j'en avais fait. C'était assez marrant. Ça valait combien un groupe Facebook à l'époque? Ça dépend du groupe. C'est-à-dire que ça dépend de la taille, ça dépend de s'il est bien modéré, de la niche. En gros, moi, ce que j'avais fait, c'est les écoles d'ingé, quand t'as des concours, t'as la liste des admis qui sont publiés en mode public, tu vois. Okay. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris ces listes-là dès qu'elles sortaient, et j'avais créé les groupes officiels des promos des écoles. T'avais groupe officiel central. Pas dans l'école. J'étais pas dans l'école. J'avais fait une fair-test de mon université Dauphine à l'époque. J'avais eu un conseil de discipline, parce que j'avais fait ça, et en fait, t'avais vraiment... les groupes de promo officiels, c'était moi qui les avais. Tout le monde pensait que c'était le groupe de promo, parce qu'il y avait tout le monde dessus, là. Et moi, je faisais ça 1 heure après qu'ils aient posté les... Enfin, bref. Tellement drôle. C'était assez marrant. Et ouais, non, c'était quoi le prix le plus gros que t'es payé? Juste pour un... Le groupe? Ouais. J'ai tout vendu ensemble. Non, mais quand t'en as acheté, tu dis... j'ai acheté ça pas cher. J'ai acheté ça 200 balles. Ah, ok. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais ensuite, je les modérais. J'avais des gens pour les modérer, et c'est ça qui m'apportait, tu vois... C'est ça qui m'apportait vraiment la qualité du groupe derrière. Mais j'achetais des trucs qui valaient pas grand-chose, tu vois. T'achetais l'audience, quoi. Vas-y, attends. Première boîte revendue. C'est quoi les autres? Et après, on va arriver à Candix.
Ensuite, petit à petit. ensuite, je suis allé étudier l'informatique. J'avais une idée un peu merdique en tête qui était de faire le nouveau LinkedIn. Ok. On l'a et donc, tous eu, celle-là. ouais. Et je me disais LinkedIn, c'est de la merde, je vais faire le nouveau LinkedIn. Donc je suis parti étudier l'informatique. Genre vraiment, j'avais cette idée en tête. Je suis parti à Londres, à UCL. J'ai fait un master d'informatique. T'étais censé faire ça après des études d'info ou d'ingénierie. Moi, je sortais de Dauphine, j'avais fait que de management. Mais ils m'ont pris pour une raison X ou Y, j'ai pas compris. Et du coup, quand j'étais là-bas, j'ai bossé sur j'ai fait ma thèse de master sur les systèmes de recommandation dans la musique. Ok. J'avais créé un truc qui fonctionnait assez bien, un algo qui fonctionnait assez bien. J'ai créé une boîte qui s'appelait Remood à l'époque sur ce sujet-là. Et en fait, c'était un peu l'ancêtre de Discover Weekly, tu vois, de Spotify. Ok. Ou alors For You, tu sais, les trucs qui sont générés en fonction de tes écoutes et tout. Et ça avait assez bien marché. J'avais eu jusqu'à 2500 utilisateurs actifs par mois. Alors vendu combien? J'ai rien revendu parce qu'en fait j'ai perdu les accès à l'API Spotify. J'avais un peu fait le pirate, j'abusais complètement du truc. Et de toute façon la fête était finie parce que très peu après Spotify ils ont fermé les accès. Enfin, aujourd'hui tu peux plus bouffer toute la donnée Spotify comme tu le pouvais avant. Et donc cette boîte en fait elle était devenue impossible, elle s'est plantée parce que, je veux dire, au bout d'un moment je pouvais plus entraîner le modèle et ça servait plus à rien. C'est drôle, t'as dit un mot et tout à l'heure j'y pensais, j'allais dire Ouais. avec les boîtes, puis on a parlé aussi en off. Ouais. T'es un putain de pirate. Ouais, j'aime bien le côté. En fait, c'est pas ça, c'est que juste j'aime bien l'organique. J'aime bien tout ce qui est organique, tout ce qui est un peu communautaire, etc. Je pense que les gens qui savent pas faire ça, c'est des gens qui sont paresseux. Dès que tu commences à payer pour faire de l'AD et des trucs comme ça, c'est que t'as pas bien compris ta cible et tout, parce que les gens ils se retrouvent toujours quelque part. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. J'utilise le mot pirate qui est un peu. En fait, C'est il quoi représente pirate, ouais, pour toi? Bah, c'est juste, disons que tu suis pas la trajectoire classique, tu trouves ton propre canal, tu vas pas dans la grande porte qui est très souvent l'ADS, tu fais ton propre canal et c'est ton canal. C'est Tu comme vois ça que t'abordes n'importe quelle boîte, toujours essayer de... Ouais. Quand tu le comprends step bien de ce que côté. tu cibles, t'as Ouais. pas besoin, tu peux faire un peu d'ads et tout, mais t'as pas besoin. En vrai, je pense que quand tu comprends bien les gens que tu cibles, que vraiment tu te préoccupes de ce qui les intéresse et tout, bah en fait tu trouves toujours un moyen d'accéder à eux. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, je confirme, et que dans la tête d'un CEO, nous Bah n'avons oui. jamais fait d'ads. Faute de moyens ou d'envie, I don't know. Raconte, il s'est passé quoi par la suite? Donc cette boîte arrêtée. Derrière j'ai fait du freelance, software engineer. J'ai fait plein de SaaS. Donc tu développais des apps, Ouais, des pour SaaS, des quoi, startups. ok. Je faisais des sites un peu expérientiels. J'ai fait des trucs assez marrants. J'ai gagné des prix et tout. C'était assez cool. J'ai bossé pour des marques de luxe aussi. Donc j'ai fait ça. J'ai Tout gagné seul beaucoup d'argent tout seul. Ok. Ouais. Souvent c'était des boîtes qui se mettaient à recruter derrière. Je participais au recrutement. En gros, je me remplaçais. Tu vois, typiquement, je prenais mon remplacement. Donc ça m'a pas Tu mal prends fait un cut toucher. là-dessus? Non, je prenais pas de cut à l'époque. Bah, je prenais mon fee journalier. Oui, mais je veux dire, tu faisais passer les entretiens à des gens Ouais. et tu les formais. Ouais, c'est ça. Mais je prenais mon. Bah, ça, franchement, que t'es dans le j'ai 1000 balles par jour. Hein. Ouais, mais ça se facture, non? C'est pas ça Ouais. qui est presque plus valorisant que juste la délivrabilité que... Je sais pas, moi j'ai toujours adoré faire ça, donc genre j'ai Ok. jamais cherché à monétiser ce truc-là, tu vois. Bon, on va en parler, Ouais. hein, parce que le recrutement, Ouais. c'est le sujet de ta boîte Mm. aujourd'hui, et c'est quand même un des aspects les plus touchy dans un business, j'ai l'impression. Ok, donc là, t'avais freelance. Ouais, pendant 2 ans à peu près, plein de side projects. Ok. J'avais fait vraiment un truc, je lançais un truc toutes les 2 semaines, tu vois. J'avais fait un truc assez marrant pendant le Covid, j'avais fait un générateur d'attestation, un peu comme celui du gouvernement, sauf que le mien, quand tu te loguais dessus, automatiquement il te mettait une attestation. Avec tes infos. Ouais, mais 15 minutes avant. Donc en gros, t'avais pas besoin de la préparer. Antidaté, quoi. Antidaté. Et donc tu sortais, si on te demandait, tu sortais mon truc, ça s'appelait générateuratestation.fr et tu sortais, t'avais tout de suite le bon QR code, tu vois. Et c'était gratuit pourtant. C'était gratuit, ouais. Tu monétisais avec de la pub Je ou même monétisais pas même pas. Ah, Et en c'est fait, le ça marchait. kiff, quoi. Il y a eu le premier confinement, ça a pas du tout marché. Enfin, genre, j'avais 300 utilisateurs que j'avais eu sur Signal, des gens qui aimaient pas le truc du gouvernement, ils étaient bien contents d'utiliser un truc un peu privacy friendly, tu vois. Et ensuite, j'ai complètement oublié. Et ensuite, il y a eu le deuxième confinement. Je touchais pas du tout à ce truc-là. J'ai juste reçu une alerte Firebase qui me disait que j'avais atteint mes plafonds. Genre, tu sais, je me mets des limites pour si je dépense plus de 100 balles pour que ça me dise, tu vois. Mhm. Et là, je suis retourné sur ce truc et j'avais genre 8000 utilisateurs actifs mensuels, mais genre vraiment très très actifs sur le truc. Je tapais premier sur Bing quand tu tapais générateur attestation. Tellement drôle. Et donc voilà. Donc ça, c'était typiquement des side projects que je faisais, mais je vendais pas trop ce truc-là. C'était quoi le kiff dans ça, juste? Est-ce que c'est de te dire, on voit bien que les gens se plaignent d'un truc, bah Ouais. vas-y, juste pirate, mais je vais Ouais. essayer de hacker et de proposer. C'est pas du hack Ouais. à proprement dit, C'est mais pas du hack, en fait, j'utilise le mot pirate qui est un peu misleading, désolé pour l'anglicisme, mais parce que c'est pas vraiment, genre je cherche pas à triquer les gens, au contraire.
en fait. Genre, t'as des gens, ils veulent quelque chose, et toi, tu fais quelque chose qui convient à ce qu'ils veulent, et t'as le bon channel pour leur montrer ce que tu fais. Mais tu cherches à développer des solutions à des vrais problèmes à chaque fois. Ouais, bah en fait, c'était tout simplement mon problème, en fait. C'est juste que j'avais la flemme de faire une attestation à chaque fois que je devais sortir. Surtout qu'en fait, tu pouvais sortir l'heure que tu mettais, t'avais droit qu'à 1 heure ou un truc comme ça. Ouais. Alors que si t'avais ton truc qui était prêt tout le temps, bon bah voilà, tu vois. Et donc oui, et donc ça je monétisais rien du tout. Enfin, tu peux pas monétiser un truc comme ça. Covid, toujours freelance, du coup, j'imagine. Ouais. Toujours Freelance, tech, que de la tech. Je faisais du SaaS, des apps, des trucs comme ça. Toujours avec tous mes trucs à côté, des projets que je montais qui étaient assez marrants. Et t'aimais ça, le freelancing ou pas? Pas trop. C'était juste un moyen de fuel tous tes projets, de les nourrir? En fait, ça dépend avec qui tu bosses. Et ça, en fait, c'est presque un peu du salariat, enfin, c'est complètement du salariat déguisé. Et en fait, tu restes quand même dans une posture de salarié dans la mesure où bah, tu dois faire ce que les gens te demandent. T'exécutes, quoi, presque. Après, tu gères un petit peu plus ton timing, surtout si t'as beaucoup de pipe et que tu peux un peu gérer les clients que tu choisis, etc. Mais dans le fond, genre, t'as toujours un client, enfin, à un moment donné, t'as pas 4 clients, t'en as un, parce que tu peux pas te diviser par 1000. Si tu fais ça bien, et moi je faisais ça bien, je faisais vraiment les trucs très bien. Enfin, alors, les apps que je faisais à l'époque, les gens les ont encore aujourd'hui, ils font toujours de l'argent avec. Tu vois. Et donc, t'aurais dû facturer plus ou pas? Non, parce que je facturais mon temps et je facturais beaucoup, tu vois. Oui, je sais, mais ils gagnaient beaucoup d'argent. C'est un investissement au final. Ouais, c'est sûr. Mais c'est un peu frustrant parce qu'ensuite ils font énormément d'argent avec leur truc, t'as beaucoup de traction, et puis en fait toi c'est plus ton outil, tu vois. Et tu commences à avoir des idées sur comment le développer, t'as limite envie de prendre le contrôle du truc et en fait c'est pas à toi. Donc au bout d'un moment c'est un peu frustrant le freelance, tu vois. Pour moi il y a deux choses dedans, il y a le fait d'être solo founder. Je t'emmène pas là-dessus parce que, enfin solo en tant que freelance, et spoiler tu es solo founder sur Candix, on va en parler. Et qu'est-ce que je disais? Non, il y a l'idée en fait de bosser sur un projet à côté dans lequel tu mets ton émotion, ton argent et tu fais pas de thunes. Et à côté de faire des thunes sur un projet qui n'est pas le tien. Est-ce qu'il y a pas des limites dedans ou est-ce qu'au contraire c'est un équilibre pour toi? Moi je pense que quand t'as l'impact, de toute façon tout est monétisable. Je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des choses qui sont gratuites. Parce qu'au bout d'un moment, si tu développes c'est encore une fois la question du channel. Si tu commences à développer un channel, je sais pas, toi tu vois, tu fais un podcast, si tu commences à avoir une grosse audience, la question de monétiser derrière, elle est triviale. Si t'as vraiment le truc qui a eu l'impact. Si j'avais voulu monétiser le générateur d'attestation, j'aurais pu le faire. Bon, c'était pas un business très viable parce que le confinement s'est terminé. Ouais. Mais en soi, je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des trucs gratuits tant que ça a de l'impact et que tu contrôles un petit peu, le truc. Donc je me suis jamais vraiment posé la question. J'ai toujours fait un peu les deux de manière simultanée. Ça me permettait de vivre, de faire le freelance. Et puis juste au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai eu envie de remonter mon truc, quoi. C'est quoi la limite quand tu dis j'en ai eu marre? Ben, c'est les gens, en fait. Ils sont chiants. Bah souvent t'as des gens, ils sont pas très sympas. Ah ouais? Okay. Et ouais, bah des gens pour qui tu bosses. Et en vrai, genre t'as 10% des gens, c'est vraiment très agréable de bosser avec eux. Et faut tomber sur eux. Et quand c'est le cas, bah en fait c'est trop bien. Mais souvent t'es un peu pressé de terminer ton projet et de passer sur un autre truc parce que tu t'entends pas très bien avec une personne. Et c'est la relation aussi de freelance où bah en fait tu viens te plugger sur les trous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur, ouais, t'arrives un peu comme un cheveu sur la soupe. Par moment, tu te sens pas considéré ou valorisé pour ce que t'apportes. Et quand je dis ce que t'apportes, c'est pas que de l'argent, mais c'est aussi de leur décharger d'une douleur mentale, quoi. Tu vois, d'arriver aux fins d'un projet. Bah, ça dépend des gens, parce que t'as des gens. Donc, moi, j'étais vraiment très précautionneux. Enfin, je faisais vraiment très bien les choses, tu vois. Et t'as des gens qui voient ça. T'as des gens qui comprennent en fait ce que t'apportes, qui comprennent que les bases que tu mets, elles sont solides et qui vont pouvoir rester dessus pendant longtemps. T'en as qui sont plus sensibles. Enfin, t'en as, tu peux un peu les séduire juste avec des mots, tu peux délivrer des trucs un peu pourris très vite et ça va marcher, les gens vont être contents et machin. Et en fait, le problème c'est que quand tu délivres et que t'es très précautionneux, ben il faut que tu tombes sur des gens qui sont capables de le voir. Et au bout d'un moment, t'as envie de faire tes propres projets quand t'es comme ça parce qu'au moins tu sais que tu délivres et que les choses que tu mets en place, tu vois, elles sont pour toi et que tu les garderas longtemps. Donc vraiment le côté humain en freelance c'est un peu particulier et je pense que faut quand même être bien accroché dans ce métier-là et au bout d'un moment j'étais quand même content de tourner la page et j'en referai plus, tu vois. C'est quoi ta plus grosse année en freelance financièrement? J'ai fait beaucoup quand même quand j'étais en freelance. Je pense que j'ai dû faire entre 120 et 140 une année. Ok. Ouais. Tu bossais beaucoup? Beaucoup, ouais. Quand même? Ok. Ouais. T'as pas pris de vacances, tout ça? Je pense que tu me disais du 1000 par jour. Ouais.
Je prends vraiment très peu de vacances. Attends, 1000 par jour, 120, 140, ça nous fait 140 jours par an. Oui, mais t'es jamais en flux tendu quand t'es freelance. Ouais, ok. T'es jamais en flux tendu. Enfin, je veux dire, t'as forcément des pauses entre tes missions. Le temps de retrouver un truc, de le remettre en place. Tu factures pas dès le jour 1, tu vois. D'abord, tu prévois, tu fais les specs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je faisais. Je passais beaucoup de temps à faire les specs et à bien définir le scope de la mission et tout. Et donc, en fait, t'es pas... t'enchaînes pas une mission, tu vois, en 24 heures, un jour après l'autre, tu vois. Sauf quand t'es vraiment, genre, tu vas dans les bureaux et t'es un salarié. Moi, j'étais pas comme ça. Moi, je facturais des scopes de mission, merde. Je facturais des scopes de mission définis, et donc t'avais quand même beaucoup de travail, de prep et tout, tu vois. Okay. Donc même quand je facturais du 1000 jours, c'était un peu artificiel parce que je facturais globalement la mission, en fait. Tu vois, t'as deux types de freelance. Ouais, t'as juste l'exécutant ou alors t'as tout un projet. Souvent, quand tu factures du jour, c'est que tu vas au bureau ou alors t'es considéré comme une partie intégrante de l'équipe et tu prends des tickets et tout. Moi, je prenais pas des tickets. Ok, toi tu disais ça me prend 10 jours environ, mais en réalité, parfois ça en prenait 15 ou c'était sur une période de 30 jours. Ça en prenait toujours plus. Ok. Ça en prenait toujours plus et surtout, je faisais le truc from end to end. Tu vois, je faisais pas, je prenais pas les tickets. Est-ce que les moments de creux où tu cherches des clients, c'était des moments où tu te reposes? Et là, je pense aussi au chômage. Les gens qui sont au chômage quand ils quittent un job, je pense qu'en France, il est très anxiogène. Les gens se reposent pas réellement. Ils sont plus à la recherche de la deuxième, la prochaine expérience. C'était comment pour toi quand tu quittais une... quand tu commences à tourner et que ça marche bien et tout, en fait, souvent, genre, au début, tu stresses un peu à trouver tes premiers clients. Et après, t'as pas mal d'inbound ou... Mais t'as de l'inbound tout le temps, on te recommande. Il y a très peu de gens qui taffent bien, tu vois, et qui sont vraiment soucieux de ce qu'ils font. Donc en fait, au bout d'un moment, quand ça prend, tu vois. Et puis tu stresses pas du tout à trouver des clients, c'est plus tu choisis avec qui tu t'entends le plus et quel projet tu veux démarrer. Mais souvent, t'en as genre 2 ou 3 potentiels, et généralement qu'un seul qui te plaît vraiment sur les 2 ou 3. Et tu choisis un peu. Parfois aussi, t'attends. Genre t'en as quelques-uns qui peuvent se mettre en place, tu te dis je vais peut-être les prendre, mais en fait t'en as un autre, tu vois, qui va arriver et qui va être un petit peu plus cool, un peu plus kiffant pour toi. Ouais, en fait ça te rassure quoi. C'est fou, tu viens de dire en gros que la plupart des gens sont pas forcément consciencieux, minutieux dans leur travail, l'importance de délivrer en temps, en heure, de manière qualitative. C'est, je pense, le plus gros apprentissage moi que j'ai eu en sortant de l'école. Tu sais, je crois l'école me mettait tellement en pression qu'il fallait bien faire. Moi, je faisais tout le temps bien mes devoirs. Je suis arrivé dans le monde pro, j'ai dit putain, déjà les 3/4 des Français savent pas écrire. C'est un mec en 6 au bac français qui peut dire ça. D'ailleurs, si vous voyez des fautes, les amis, défoncez-moi et dites-le moi parce que moi, j'en dors pas la nuit. Bref, on va y arriver. Qu'est-ce que Candix? Est-ce que c'est la première fois de ta vie que tu prends réellement des risques? En fait, entre le freelance et Candix, il y a quand même eu un truc entre les deux. C'était une boîte qui s'appelait Résumé Studio. Okay. C'était une sorte de planificateur de carrière pour les ingénieurs. En gros, t'arrivais avec ton background, ton CV. C'est le tout début de ChatGPT. Et c'était un peu conversationnel et ça allait diguer dans ce que tu pouvais chercher dans ta vie, etc. Et ça te donnait des trajectoires possibles de carrière. Tu vois. Et ça te proposait des boîtes. Bon, c'était un peu une sorte d'assessment de profil et ensuite de matching. C'était plus une sorte d'agent de carrière, tu vois. Et c'était assez cool comme outil. Et ce qui était cool, c'est que j'ai attiré des profils qui étaient vraiment intéressants sur cet outil-là. Donc des gens de top boîte, de top école et tout. Et non seulement j'avais un accès privilégié à ces gens, grâce à Résumé Studio, mais en plus j'avais accès à leur intent, à ce qu'ils pouvaient chercher dans leur vie, à ce qui les intéressait, etc. Et surtout, je savais si oui ou non ils étaient à l'écoute à un moment donné. Et ça, c'est une donnée dans le recrutement qui a énormément de valeur. Enfin, tu peux mettre un prix dessus. En tout cas, les agences mettent un prix dessus, c'est à peu près 20 000 balles. Donc, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à placer les gens qui étaient sur Résumé Studio. Au début, à des founders dans mon réseau. Ensuite, ça a dépassé complètement ce réseau. Je commençais à recevoir beaucoup de demandes. Et en fait, c'est un peu toujours la même chose, les messages que je recevais des founders, et c'est ça le problème avec le recrutement, c'est que en gros, je recevais des sortes de listes de marqueurs un peu complexes, tu vois ce que je veux dire, genre il doit être bon dans ça, il a fait cette école, 3 ans d'expérience minimum dans une boîte SaaS, FinTech. Et rien n'est impératif et tout est ambigu. Tu vois, genre j'en sais rien, tu vois un mec qui va me dire je veux un crack engineer. En fait, on n'a pas tous la même définition de ça, donc tout est ambigu, tu vois.
Et pourquoi est-ce que le recrutement c'est si dur et pourquoi est-ce que personne n'a jamais réussi à le mettre dans une plateforme? C'est parce que c'est justement pas uniforme d'une boîte à l'autre. T'as pas des boîtes que tout le monde, sur lesquelles tout le monde s'accorde. T'as pas des compartiments bien rangés, etc. comme tu pourrais l'avoir pour des appartes. Et donc tu peux pas mettre ça dans une plateforme. C'est juste ça rentre pas, ça ne scale pas. T'as besoin de l'humain qui comprenne les données non structurées, qui fasse le lien, qui se souvienne et qui en fait à la mano, tu vois, viennent comprendre quelle boîte va avec. C'est de l'appréciation presque. Ouais. Et en fait, moi, ce qui était intéressant, c'était le tout début de ChatGPT, et donc je prenais ces specs qu'on m'envoyait. Moi, j'avais des données très deep sur les candidats, encore une fois, qui n'étaient pas d'ailleurs des candidats parce que c'était des gens qui étaient en poste, qui étaient passifs. En tout cas, j'avais leur CV et leurs intentions. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner chaque marqueur qu'il y avait. Typiquement la liste, je les ai cassés marqueur par marqueur. J'ai créé des prompts LLM sur chacun de ces trucs, et ensuite j'ai fait tourner ces prompts sur ces profils qui étaient très deep, et ça a fonctionné. Il y a des profils hyper intéressants qui sont sortis, et il y a eu une première embauche très rapidement. Et en gros, le taf que je faisais moi, c'était exactement celui d'un recruteur, ce qu'il fait dans sa tête, sauf que moi je l'ai fait avec du software. Et donc pour revenir à ta question, est-ce que c'est la première fois que j'ai pris un risque? Pas vraiment, parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. C'est les prémices en fait. Ouais. Okay. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose, et j'en ai été persuadé à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, pour la première fois, on peut faire quelque chose. Et moi, c'est un marché que je connais bien, hein, les plateformes, les marketplaces dans le recrutement. Je peux te faire toute la liste. Je connais leur trajectoire, je connais leur histoire. Je sais ce qui a pas marché, je sais ce qui a marché. D'ailleurs, souvent, elles ont plutôt bien marché. Il y a juste des trucs qui font qu'elles se sont plantées. Et aujourd'hui, tu peux le régler avec du software, avec de l'IA. Et donc, j'ai compris ça et j'ai lancé Kendix parce que j'ai compris que t'avais ce segment-là et que pour la première fois, il était possible. Et c'est quoi Kendix? Du coup, c'est une plateforme recrutement. C'est une plateforme recrutement qui te met en relation avec des boîtes, mais pas avec n'importe qui dans les boîtes, avec les gens qui recrutent pour leur équipe, c'est-à-dire pas des recruteurs. Moi, j'ai une hypothèse avec Kendix, c'est que tous les recruteurs top of funnel, donc les gens qui font du sourcing, qui font du pre-screening, etc., ils vont disparaître parce que maintenant on peut collecter de l'information comme ils le font avec des LLM. Je dis pas que tous les recruteurs vont disparaître, tous ceux qui sont stratégiques, qui apportent vraiment quelque chose et qui font surtout du middle of funnel et du end of funnel avec les entretiens, etc., ceux-là, je pense pas qu'ils vont disparaître, mais ils représentent en fait 1% des recruteurs. Je pense que tout ce qui est top of funnel, ils vont disparaître, et donc avec Kendix, je mets un pied en avant qui paraît parfois comme un truc un peu agressif envers les recruteurs, mais qui est juste, il y a des gens qui recrutent pour leurs équipes, que je peux identifier, il y a des gens qui sont prêts à être recrutés, je les mets en relation directement sans intermédiaire. Et donc c'est ça Kendix, si tu veux vraiment le truc purement basique. Mais en fait, beaucoup de marketplaces ont été sur un segment un peu similaire. Ce qui est différent d'un point de vue technologique dans Kendix, c'est que pour la première fois, ça peut scaler, en fait, tu vois. Mini parenthèse. J'allais dire, est-ce que déjà tu partages que le recrutement, c'est la denrée la plus risquée, mais aussi, comment dire, la meilleure denrée d'une boîte? C'est ce qui peut faire sa réussite comme son échec? Ça, c'est évident. Je pense qu'en plus, tu as un marché qui est en pleine transformation. Genre, tu recrutes moins quand même aujourd'hui avec ce qui se passe avec l'IA, etc. Genre, moi, je le vois, hein, tous mes clients, ils recrutent peu. Okay. Comparé à s'ils avaient levé il y a 4 ans ou 5 ans, je peux te dire que c'est pas les mêmes équipes qu'ils auraient formées. Et donc, aujourd'hui, la valeur d'une personne, elle est démultipliée parce que sa productivité est démultipliée. Donc, si tu trouves la bonne personne, l'impact que ça a sur ta boîte, et ça, tout le monde le comprend, hein, c'est pas... il est sur toutes les équipes, il est sur... Ouais. Ok. Et en fait, l'impact d'une personne, de la bonne personne, sur la trajectoire de ta boîte, elle est hyper déterminante. Et donc aujourd'hui, les gens sont très 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 soucieux de qui ils vont recruter. Ils font pas d'erreur. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est la chose, et surtout dans une startup où tu as besoin de délivrer très très vite, c'est la chose la plus déterminante. Dans le recrutement et les acteurs top of funnel dont tu parlais, j'ai l'impression que ils se basaient limite sur des datas qu'on pouvait avoir très très méta, quoi, genre sur LinkedIn ou autre, sans mettre la chose la plus importante pour moi, c'est de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, tu vois, tout à l'heure tu parlais de tes clients qui sont des boîtes qui veulent recruter. Moi je me dis, mais est-ce que même elles ont réellement identifié les profils, ou est-ce que c'est pas forcément des billets qu'ils ont dans leur tête? Ma question est la suivante: t'as beau mettre beaucoup de data, il faut pas un petit peu d'humain dedans pour mettre cette bonne appréciation? Ouais, j'en suis persuadé et je suis complètement d'accord.
Effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, dans les données publiques sur les gens, t'as pas du tout de data pour faire du recrutement. C'est pas suffisant. Tu peux pas faire de l'inférence. C'est impossible de savoir sur des données publiques si quelqu'un est à l'écoute ou non. C'est vraiment impossible de le déterminer. À part le open to work. À part le open to work, évidemment. Mais sinon. il est pas très sexy. Il est pas très sexy et puis personne le met. Enfin, je veux dire, il y a pas un seul ingé sur Candix qui a le bandeau open to work sur LinkedIn. Donc, je pense que c'est représentatif. T'as parfois des petits signaux faibles. Genre, j'en sais rien, le mec, il est depuis 3 ans dans son taf. Donc, il commence à se poser la question potentiellement. Mais tu sais pas ce qu'il cherche. Alors, tu vas pas commencer à le bombarder, le harceler de messages parce que, en vrai, disons que ce qui est important, c'est de comprendre l'intent des gens et d'aligner les intents. Moi, je crois pas à l'inférence. Je pense que les gens, ils veulent des choses et qu'il faut leur donner une sorte de safe space pour qu'ils puissent l'exprimer, dire ce qu'ils veulent. Les boîtes, elles veulent des choses. Alors, elles ont des biais, mais moi, je peux pas répondre aux biais. Je peux pas guérir ces choses-là. C'est aux boîtes de faire toute leur trajectoire. Je prends juste les intents des gens qui sont des intents purement humains, genre vraiment ce que chacun recherche. Et la seule chose que je fais, c'est, si je vois qu'il y en a deux qui s'alignent, je les mets en relation. Mais l'humain, il est très important parce que souvent, les gens qui créent des outils en recrutement, ils veulent limite sortir, par exemple, le candidat de l'équation. Genre, ils vont faire de l'inférence et puis ensuite, tu vois, les agents IA recrutement, c'est juste des mecs qui vont faire de l'outreach, qui vont bombarder de 50 000 mails des gens qui ont rien demandé, tu vois. Et donc ça, c'est pas humain, tu vois. Si t'arrives à faire de l'intent et même si tu mets de l'IA dedans, je veux dire, tu restes quand même très proche de ce que les gens en veulent et dès que tu peux. Et moi, j'ai des bottlenecks dans Candix que j'enlèverai jamais. C'est typiquement, je fais les entretiens avec les candidats. J'allais te demander, c'est ça qui permet de mieux comprendre l'humain? Je pense que tu pourrais le faire. Et t'as des trucs, tu pourrais le faire avec de l'IA. Moi, aujourd'hui, c'est un choix et j'accepte d'avoir ça en bottleneck. Est-ce que et j'adore ça, en fait. Moi, mais même tes candidats, si tu leur envoies les mêmes questions, mêmes questions, mais à l'écrit ou posées avec une voix d'IA, tu penses sincèrement qu'ils vont répondre de la même manière que si c'est toi avec un big smile qui leur a un petit peu expliqué le... Je pense que s'ils ont confiance dans ce que tu fais, et c'est quelque chose qui est super important, surtout dans les marketplaces, s'ils ont confiance vraiment dans, je vais dire ce que tu vas faire avec ces données, Candix, c'est vraiment, il y a un focus sur la confidentialité qui est très très fort, sur le respect des données, sur le respect des profils candidats. C'est très important d'ailleurs dans le recrutement parce que t'as pas envie de mettre juste un CV dans une plateforme et qu'ensuite ils traînent dans une plateforme, tu vois. Donc si les gens ont confiance et comprennent ce que tu fais, je pense qu'ils peuvent accepter le truc automatisé. C'est vraiment, ils savent ce qui se passe derrière, ils connaissent bien toi ton intention en tant que plateforme. Et si t'es très sain, je pense que tu peux le faire. Après, moi, juste aujourd'hui, j'ai décidé de pas le faire. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de parler à tout le monde. J'adore ça. C'est un plaisir. C'est pour ça que tu le fais? Ouais. Ou c'est parce que t'as pas forcément confiance encore si une IA pourrait retranscrire ce que tu veux dire? Je pourrais commencer à le tester. Je préfère mettre l'IA sur d'autres trucs qui sont moins stratégiques. Enfin, je veux dire, d'un point de vue relation humaine. Genre, sur tout ce qui va être distribution et connexion entre les boîtes et les candidats. Ça, c'est un truc que je pourrais pas le faire moi-même. C'est vachement plus profond et vachement plus compliqué. Tu vois. Mais en tout cas, tout ce qui va être interface avec le candidat, ça, aujourd'hui, je le garde et c'est un choix. Comment tu les chopes, tes candidats? S'ils sont pas open to work, comment tu fais? T'as plusieurs trucs, mais en gros, globalement, et ça paraît être simpliste de dire ça, mais si tu fais quelque chose qui est qualitatif, les gens viennent, tu vois. Genre, si tu fais vraiment, genre, si t'as des gens qui s'inscrivent et qui sont connectés avec des boîtes qui sont ouf, avec des gens qui sont ouf, et que derrière, ils ont des process qui sont cool, en fait, non seulement ils vont stick, genre, ils vont, tu sais, je fais plein d'anglicismes, c'est insupportable, non seulement ils vont rester dans ta plateforme, ils vont revenir, etc., mais surtout, ils vont en parler. Ils vont dire tiens en vrai c'est trop bien, je me suis inscrit en 1 minute sur ce truc et aujourd'hui j'ai des boîtes trop sympas qui me contactent, et ça je trouve que c'est un truc que les gens oublient souvent. Enfin, genre si tu fais quelque chose qui est qualitatif, qui est vraiment bien, les gens ils vont aimer et puis ils vont en parler, tu vois. Donc j'ai beaucoup de bouche à oreille sur Candix et j'ai beaucoup de referrals aussi. J'ai toute une interface de referral, mais limite ce que je veux dire c'est que ça marcherait sans le referral dans la mesure où les gens de toute façon en parlent. Mais évidemment quand tu places beaucoup, aussi les gens en parlent. Enfin, imagine tu t'inscris en 1 minute et tu fais ton premier jour chez Mistral 1 mois après. Bon, possible que des gens de ton entourage apprennent que t'aies fait ça et ils viennent s'inscrire. C'est un vrai exemple, ça? Peut-être. Ok, bon. On salue Mistral ou la candidate qui va les rejoindre. C'est quoi les stats? La boîte a moins de pas 1 an, on est d'accord? Ouais, elle a été lancée en juillet 2024. Il y a eu une croissance assez spectaculaire. Il y a aujourd'hui plus de 40 boîtes qui accèdent au vivier sur Candix. Attends, mini parenthèse. Tes candidats, là, si j'ai bien compris, c'est que du
off. C'est-à-dire que c'est que du bouche à oreille. Tu ne communiques même pas sur Candix pour que les gens... Si, je communique en ligne, quoi. Enfin, comme tout le monde. Je veux dire, je fais des réseaux sociaux, je publie de manière régulière, de manière assez systématique. Mais c'est pas ça qui est le plus gros canal d'acquisition de tes candidats. Bah, disons que c'est plus quelque chose pour lancer la machine. Ok. Tu vois, genre, c'est juste j'ai lancé, on existe, mais on ne mettait pas en mode shark là-dessus. Ouais, je suis jamais en mode shark. J'envoie pas des messages aux gens pour qu'ils s'inscrivent, etc. Jamais fait d'outbound. Quoi? Non, c'est pas ça, c'est que je pense que si t'as besoin de tirer sur le marché, déjà tu te mets dans une posture qui est pas très bonne, parce que les gens, quand tu les contactes, ils sont pas dans la même posture que quand ils ont entendu parler, par une recommandation, par quelqu'un, etc. Je pense que c'est ça qu'il faut cibler. Et disons que Candix, c'est un peu particulier parce que c'est une marketplace, c'est un peu comme Uber, tu vois, quand tu veux lancer une ville, il faut que t'aies des drivers et que t'aies des passagers. Et donc, t'as souvent des stratégies d'acquisition initiale qui sont pas les mêmes qu'ensuite, tu vois. Donc effectivement, quand je lance San Francisco, que j'ai lancé il y a 2 mois et demi, et il y a aujourd'hui plus de 600 candidats qui ont été onboardés, tu fais des choses qui sont comment dire, pas forcément réplicables à scale, c'est ça. Et le contenu, ça marche très bien. Surtout quand t'as un positionnement qui est un peu, désolé pour l'anglicisme encore, mais mission driven avec Candix, où tu connectes les gens avec les bonnes personnes dans les boîtes et t'essaies de faire quelque chose qui est très qualitatif, sans spam. En fait, les gens, ils aiment bien le contenu qui est autour de ça parce que c'est leur pain. Et moi, c'était mon pain en tant qu'ingé. Je me suis fait harceler par des recruteurs. Visiblement, c'était pas un beau matching. Tu sers les candidats, pas les recruteurs. Je suis focus sur les candidats. Et tu disais 40 entreprises, c'est ça, clientes aujourd'hui? Juste San Francisco, mini parenthèse. Ouais. T'as lancé ça il y a combien de temps, tu disais? Il y a 2 mois et demi. Déjà 600 candidats. Il y a déjà eu des recrutements? C'est en process. Donc c'est en process. Il y a potentiellement une première entreprise cliente. Après, un truc, c'est que moi, je traque pas les recrutements jusqu'au bout. Moi, mon rôle, il est vraiment de traquer le top of funnel. Généralement, j'apprends quand le recrutement c'est fait parce que les boîtes sont trop contentes et le candidat m'envoie un mail, etc. Mais moi, ce que je traque vraiment, c'est le top of funnel. C'est, je veux dire, la mise en relation entre le candidat et la boîte. Est-ce que le truc est qualitatif, tu vois? Ensuite, moi, je participe pas dans le processus de recrutement. Je considère que c'est pas mon rôle. Les boîtes sont meilleures que moi là-dedans. Chacun a ses stratégies, etc. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on reproche aux agences. Elles vont harceler les boîtes, elles vont harceler les candidats pour faire marcher le truc parce qu'elles veulent prendre leur fille. Toi, tu prends pas de fille d'ailleurs? Disons que j'ai commencé à basculer aujourd'hui à Paris parce que je place beaucoup. Mais typiquement, à San Francisco, je suis sur de la souscription comme je l'étais initialement. Ouais, donc c'est un SaaS, enfin. Ouais. Marketplace, mais j'aime pas ce modèle-là. Je vais pas rester sur ce truc-là. Aujourd'hui, c'est initial. Okay. Ouais, j'aime pas ce modèle-là parce que moi, ma valeur, elle est top of funnel. Et donc le success fee, c'est end of funnel comme métrique. T'as pas peur qu'on te bypass sur le success fee? Tu te fais bypasser. Bien sûr que tu te fais bypasser. Donc t'as pas encore craqué quand tu dis je veux pas rester sur le business model du SaaS, tu sais pas exactement vers quoi tendre. Je sais, mais ça c'est ma petite recette secrète, je peux pas te dire. On va refaire un deuxième. Il y a un truc qui est craquable. Il y a un truc qui est craquable avec le volume et surtout avec avec le matching, t'as un nouveau mode de pricing qui est possible. Tu vois. T'as un truc, t'as une algorithme, donc t'as une influence, t'as quelque chose que tu peux faire. C'est quoi, ne serait-ce que pouvoir payer pour avoir une liste de candidats qui fit parfaitement? En gros, t'as 2 types de boîtes. T'as des boîtes genre Mistral qui ont pas spécialement besoin de moi pour recruter en réalité. Elles ont tout le pipe de la planète. C'est la boîte la plus sexy de Paris. Donc, en fait, disons que les avoir sur Candix, ça me sert plus que je ne les sers. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as d'autres boîtes qui sont très cool, mais qui ont pas le branding et qui ont des pics de recrutement. Et ces boîtes-là ont une propension à payer qui est énorme. Tu vois, donc c'est un peu contre-intuitif parce que tu te dis c'est Mistral avec je sais plus combien de centaines de millions levés qui paierait le plus. Non, c'est pas le cas. C'est plutôt les petites boîtes qui galèrent un peu. Et donc quelque part, si tu veux vraiment centraliser le marché, il faut que tu aies tout le monde. Donc il faut que tu aies les Mistral et que tu aies les petites boîtes. Et donc il faut que tu aies un pricing qui finalement donne un bon reach organique à Mistral. Et finalement, les boîtes qui ont le plus de propension à payer et qui ont besoin d'un petit boost dans leur recrutement, celles qui paieront. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un pricing qui s'adapte à ça, quoi. Et c'est possible. C'est quoi ta base de candidats? Je comprends bien, c'est France d'un côté et ensuite SF que tu as ouvert il y a 2 mois, c'est ça? Je me focus sur des villes parce que c'est vachement plus facile. Enfin, une marketplace, t'as le problème de la poule et de l'œuf, tu sais, t'as le problème de la demande pour avoir la supply pour avoir la demande. Alors donc, c'est très difficile. Quoi? Qu'est-ce qui existe en premier? Les deux. Il faut les deux. Il faut une toute petite poule. Le gars est en marketplace. Mais ça, pour le coup, c'est pas le marketplace recrutement. C'est comme ça un peu partout. Ouais, c'est encore plus dur quand c'est des marketplaces un peu avec une grosse composante locale, genre Uber, parce que chaque ville, c'est nouveau. Amazon, tu centralises et tu peux envoyer tes livres. Quand ils se sont lancés, tu vois, ils pouvaient, je crois que leur première commande, c'était un mec en Europe. Et en fait, ils pouvaient le faire depuis SF. Donc ça allait.
C'est ce cas-là. Donc disons que tu peux toucher le monde entier d'un seul coup. Le recrutement, c'est pas pareil parce que c'est que des boîtes qui recrutent dans le même endroit. Le remote, ça n'existe pas. Et donc, c'est difficile d'avoir ce pipe initial. Et donc, plus tu te concentres sur des villes qui sont denses. Paris, c'est pas très dense pour le coup, donc c'est un petit peu difficile. Je me suis toujours dit, si ça marche à Paris, ça marchera partout. SF, c'est beaucoup plus dense, donc c'est plus facile. Et combien de personnes, du coup? Au total, qui ont été onboardés, 1200. Après, en termes d'inscrits... Attends, 1200 dont 600 à SF? Ouais. Putain, le potentiel de SF est vénère, non? Bah, à Paris, t'as 25 000 devs. À SF, t'en as plus de 300 000. Ok. Ah, mini parenthèse. Est-ce que à SF, on en parlait avec Faria, justement, épisode publié aujourd'hui de Community. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'internationaux à SF? Oui. Ouais. T'as quasiment que des. Enfin, je veux dire, c'est indien et chinois, principalement. Bah, tu le vois, je vais pas faire. Mais tu vois les noms, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est très très riche, genre, en termes d'origine et tout. Et c'est ça qui est assez cool, c'est que. Genre, les barrières à l'entrée sont vachement plus basses quand tu vas aller t'installer à SF et tout. Tu peux assez facilement pénétrer le monde de la tech, etc. Peu importe d'où tu viens. À Paris, par exemple, c'est plus difficile, tu vois. Donc ouais, c'est très international. Culturellement, c'est beaucoup de Français, énormément de Français. À SF? Ouais. Ah, ok. Énormément. Hi everyone. On les salue. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Dis-moi tout. Je sais pas si j'allais dire, d'ailleurs c'est très très drôle, hein, petite parenthèse, on va faire un coucou à Florian, à Lancelot aussi. Je t'ai rencontré, je t'ai dit donc t'as fait 154 CA en 6 mois, donc je connaissais déjà bien ta life. Raconte, c'est quoi les métriques aujourd'hui? Bah maintenant je fais plus que ça, je suis à 300. T'es déjà à 300? Ouais. Bah c'est le bascule vers le success fee, ça change un peu tout, je pense qu'en juin je serais j'aurais peut-être doublé ou triplé ce montant-là parce que je place beaucoup. En fait, il y a beaucoup de gens qui trouvent un taf sur Kendix. Combien de recrutements pour le moment réalisés? Entre 5 et 10 par mois. Ok, donc en un peu moins d'un an, une soixantaine, quoi. C'est ça, bah c'est allé crescendo parce que j'avais pas beaucoup de boîtes, donc un peu moins que ça en réalité. Okay. Peut-être entre 25 et 28, c'est ça mon estimation. Ok. Et t'as foutu 100K de ta poche dedans? Ouais. 100 000 balles. Et t'as monté Kendix sur la maternité. Non, à la maternité. C'est aussi ça que je veux tout mélanger dedans. Est-ce que tu considères que c'est risqué ou est-ce que en fait tout ce que tu m'as expliqué dans cette première partie de podcast, c'est-à-dire tout ton parcours, fait que tout ça c'était une évidence, c'était même pas si compliqué pour toi? Ben, c'était pas une prise de risque. Bah c'est plus une question d'intensité, ta tolérance à l'intensité. Donc effectivement, le point que tu évoquais, donc moi je suis papa. J'ai eu un premier enfant le 27 novembre. J'étais à la maternité, enfin 27 novembre 2023, pardon. J'étais à la maternité quand j'ai lancé Kendix. En tout cas, une sorte de première version. Voilà. Désolé, Elodie, j'étais sur mon ordi, genre. Accouche, je suis occupé, je suis en cours. Ouais. Mais non, c'est pas une prise de risque. Ça donne une énergie que t'as pas avant d'avoir des enfants. Ça te donne une dalle enfin moi j'ai toujours été assez intense dans ce que je faisais, mais là j'ai peut-être fait un regain d'énergie en gros. Ouais. Pourquoi? Parce que tu le fais plus pour toi, tu le fais pour quelqu'un d'autre? Bah disons que je pense, et moi c'est quelque chose, j'ai eu la chance d'avoir ça dans ma famille, genre je suis dans une famille d'entrepreneurs et je suis assez fier je sais que mon grand-père, que ma mère qui est une entrepreneur, ils ont vraiment fait trembler des trucs, tu vois. Vraiment, ils sont allés bouger quelque chose qui était impossible à faire. Tu vois, ma mère, c'était une femme dans la promotion immobilière, je peux dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et elle a réussi à monter une boîte de fou et à la revendre derrière. Et disons que je sais qu'elle a fait trembler la terre pour réussir à obtenir ce truc-là. Et je trouve ça assez inspirant en tant qu'enfant de voir un truc comme ça. Et je pense que c'est pas spécialement d'avoir des métriques à donner à tes enfants en mode hey, regarde, j'ai lancé San Francisco ou machin. C'est pas ça. C'est plus... je pense que tes enfants ils sentent quand genre t'es vraiment allé chercher quelque chose et que t'as vraiment poussé très 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 loin pour obtenir quelque chose, et je pense que c'est une inspiration pour eux derrière. Et d'ailleurs tu vois, les enfants ils imitent tout ce que tu fais, tu vois. Ils disent donc, déjà non, ils parlent pas encore du coup. Je vais dire je veux être entrepreneur. Il connaît le mot entrepreneur? Non, il connaît pas le mot. C'est pas un mot qu'il pourra dire, c'est trop compliqué. Pour le moment. Il peut dire une syllabe ou 2 syllabes. pas. Ouais, ça marche. Donc si je retraduis ce que tu dis, c'est la première fois de ta vie que tu fais plus les choses pour toi mais pour quelqu'un d'autre, que tu dois être un modèle. Ouais, c'est sûr. Et puis t'as aussi un truc, faut connaître tes priorités. Moi, ma priorité c'est clairement la famille avant la vie professionnelle.
Je dis ça et c'est important parce qu'en fait, tu te retrouves très souvent piégé à prendre une décision entre les deux. Je pense qu'il faut être très clair sur ce que tu fais. Je pense pas, j'ai pas envie d'être un père absent. Mon exemple de la maternité, ça donne un signal inverse, mais j'ai pas envie d'être je suis pas un père absent. Je suis très présent pour mon fils et pour ma fille qui va arriver bientôt. Et je pense que c'est important d'avoir cet ordre de priorité là. Et donc, je fais tout principalement pour ma famille, ensuite pour moi. Et en fait, tout ça, ça donne je veux dire, une énergie globale qui est assez importante. Elle fait quoi ta conjointe dans la vie? Elle est étudiante, mais là surtout elle s'occupe en gros, ça fait un peu modèle traditionnel dit comme ça, mais on n'est pas du tout traditionnel comme personne. On n'est pas. Attention le machisme qui arrive. Non, c'est quoi que je sais pas d'où dire. Et non, c'est pas ça, c'est qu'elle elle taffe pas. Essentiellement, elle s'occupe de. Ce serait impossible pour moi de faire ce que je fais aujourd'hui. Ce serait impossible. Il faut une organisation familiale. Elle met pas sa carrière genre de côté. C'est juste que là, en ce moment, c'est des années où je me focus sur ça. Et puis, on est hyper aligné sur ce truc-là. Ouais. De la maternité ou. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Est-ce que elle t'interdit de ramener le taf à la maison? Elle peut pas. Elle peut pas. Est-ce que ça a été des sujets de conversation? Elle est un peu jalouse de mon ordi. Elle me le dit souvent. Après, je fais les choses assez proprement. Genre, tu vois, entre 18h30 et 20h, genre, impossible de me joindre. Je suis à la maison, j'ai tout coupé, j'ai rien. Je suis avec mon garçon, je m'occupe de lui, on fait le bain, on fait les histoires et tout, machin. Et ça, c'est genre des heures sacrées que je perdrai absolument jamais. C'est vrai qu'après 20h, j'ai un peu tendance à tirer, donc non, je ramène le taf à la maison. Et en vrai, quand t'es entrepreneur, si tu ramènes pas le taf à la maison, je vois pas quand est-ce que tu taffes. Ou alors tu dors au bureau, genre. Ouais, en fait, il est toujours dans ta tête. Est-ce que 7h30, là, 18h30, 20h, c'est un sas de décompression qui est un regain d'énergie? Ah ouais. Je peux te dire que quand tu te fais fumer toute ta journée, si t'as quelques calls horribles, tu vois, c'est un peu difficile. En fait, t'oublies tout. Mais en fait, tu t'en fous parce que ta priorité, elle est pas dans le taf. Elle est surtout dans ce moment-là. T'as l'impression de faire toute ta vie pour avoir 7h30, tu vois, qui est vraiment sacré. Et en fait, genre, ça te reset, mais 100%. Putain, j'ai des questions, je vais te la poser différemment. Qu'est-ce qui ferait que t'arrêtes Candix demain? Candix. Je suis pas sûr de pouvoir arrêter. Je pense qu'il y a rien qui. J'ai l'impression d'être une sorte de. Merde, comment tu dis ce mot? Cog, tu sais, une roue la roue dentée là, tu vois, qui a une forme très particulière et qui est faite juste pour faire ça. Ok. J'ai l'impression que toute ma vie et tout ce que j'ai fait, genre dans le passé, amène à ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est genre la seule chose que je suis capable de faire vraiment très très bien. Et donc je me vois mal. J'ai l'impression d'être trouvé là, ça y est. Dans 10 ans, j'ai toujours ce pull. Enfin, peut-être pas celui-là, mais la nouvelle version. La nouvelle version. Mais non, je me vois pas arrêter ça. Si je te pose cette question, c'est parce que de manière différente, et j'ai pensé ce week-end, je voudrais la poser de plus en plus à mes invités. Je voulais leur demander si ton ou ta cofondatrice te quitte demain, est-ce que tu remets en question ta boîte? Et en fait, vu que tu n'as pas de cofondateur ou de cofondatrice, on va arriver là-dessus. C'est pas dur d'être seul, mec? Ça dépend. Je me sens pas du tout seul parce que j'ai un cadre familial qui est très fort et disons que tout le soutien, enfin je veux dire tout le cadre un peu chaleureux de la vie, je l'ai, je pense que plus que personne et plus que la majorité des entrepreneurs. Okay. Donc je me sens pas du tout seul dans ce que je fais. Évidemment, ma femme, elle sait. Enfin je veux dire, si je dois parler, je passe ma vie à parler, à lui raconter tous les trucs. Donc en fait, j'ai cette sorte d'écho que les gens recherchent souvent dans un cofondateur. Être solo founder, ça m'a jamais dérangé et au contraire, je pense que ça m'a pas mal aidé parce que en fait, quand t'es solo founder, t'es très vite tourné vers l'extérieur. T'es tout de suite obligé de parler à des clients, de parler à des utilisateurs, de parler de te rassurer en fait. Et je passe ma vie à parler à des gens, à des candidats et tout. Donc ma vie est remplie d'interactions sociales, mais remplie. Et donc très vite, je me suis tourné vers ça. C'est cool d'avoir des cofondateurs parce que ça donne une sorte de base et vu que c'est un peu comme ça la vie de fondateur, c'est cool d'avoir un petit peu cette base et ce côté où quand toi t'es un down, la personne peut un peu te remonter et tout. Mais moi je suis assez stable et j'ai jamais trop ces montagnes russes et disons que je trouve ça ailleurs, tu vois. C'est les années de freelancing aussi qui t'ont fait rendre ces montagnes russes très linéaires et très tu vois, ou être vacciné de ça? Non, j'ai une tolérance au stress. T'as-tu été en CDI? Non. J'ai inemployable. J'ai fait un stage un jour, je suis parti au bout de 3 semaines. Ah ouais, à soi? Ouais. Pourquoi? Ah ouais, je peux pas te le dire.
C'est de Je l'humain. pourrais le dire, je te le dis, mais quand on a fini l'épisode. Non, mais c'est un mauvais fit humain ou pas forcément. Non, j'ai fait une connerie. Ah, ok. Le gars, il gratte et ok, faut pas aller plus loin. Est-ce que là, je te l'avais dit en off, mais je m'identifie à ça et pendant longtemps, je me suis dit, attends, donc là, moi, je monte héritage et j'ai fait des appels de pied, des appels de phare à dire, hey les gars, je suis en train de monter ça, venez on le monte ensemble. Et en plus, c'est aussi dédier ma vie et c'est ce que tu fais, j'ai l'impression, pour aider les autres, pas pour t'aider toi. Est-ce que c'est justement le fait de dédier ta vie humainement à d'autres personnes, donc c'est du direct humain, qui offset le fait d'être tout seul? Et la deuxième question dedans, est-ce que tu conseillerais à n'importe qui, quel que soit le business, que même s'il cherche à avoir un ou une cofondatrice, ça ne doit jamais être une excuse pour pas se lancer dès le départ? En fait, ce sera beaucoup mieux de les attirer une fois qu'il y a les premières briques. Voilà, deux grandes questions. Ouais, non, c'est un point... C'est un point hyper important. Je pense que ça doit jamais être une limite. Je pense que tu peux tout faire tout seul. Je pense qu'en tout cas, tu peux toujours avancer. C'est toujours plus facile d'attirer des gens quand tu commences à dérisquer le truc. Surtout sur genre, le recrutement, tout le monde n'est pas en train de rêver de recrutement. Si tu prends un truc qui est hyper trendy, tu vas vite trouver un cofondateur parce que t'as des gens très ambitieux, tu vois. Je veux dire, si t'as un profil, un pédigré de fou, que tu bosses sur les sujets qui sont très sexy, etc., tu vas trouver facilement des gens qui sont très smart et qui sont très impliqués dans ce truc-là. Quand t'es sur un sujet genre recrutement, ou tu vois, comme toi, un podcast, ou des trucs qui sont, tu vois, les gens... Non, mais les gens, tu vois, sont pas en train de traîner autour de ces sujets-là. Il faut venir hooker un profil ambitieux et très smart dans ton truc. Et la seule manière de le faire, c'est de dérisquer la chose. Et ça, c'est de manière vraiment globale. C'est comme ça que tu recrutes de manière générale. C'est comme ça que tu lèves des fonds. C'est des dynamiques sociales, tu vois. C'est de faire des preuves avant d'essayer d'aller convaincre. Mais il faut pas le faire en mode, je veux faire une preuve. Faut le faire en mode, je m'en fous, j'ai besoin de personne, j'avance, tu vois. Et comment est-ce que je fais pour tout ce que tu fais, tu le construis et quand t'as besoin de personne, d'un seul coup, t'as plein de gens qui sont chauds. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as besoin, par exemple, d'argent pour que ta boîte fonctionne, personne ne voudra t'en donner. Tu vois. Si ta boîte, elle fonctionne et que t'as plein d'options, bah en fait, ce sera vachement plus facile de recruter, ce sera vachement plus facile de lever des fonds, t'auras vachement de marge de manœuvre. Donc ce que je conseille aux gens, c'est genre même en tant que solo founder, allez-y, tu peux faire tellement de choses. C'est une fausse statistique de dire que les solo founders ont moins de chance. T'as plein de choses qui vont tuer ta boîte. Être solo founder, ça en fait pas partie. D'ailleurs, attends, je crois que c'est 30 ou 40% des boîtes qui se crachent à cause de l'association humaine. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est énorme. Donc tu dérisques là. Ouais. Mais bon. Et moi, je connais plein de solo founders et je peux te dire qu'ils se portent tous très bien, que leurs boîtes vont très très bien. Donc c'est juste une tendance. Ouais, c'est juste une tendance. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle est en train de s'inverser. T'as eu, avec le AI, AI agent. Je veux dire, ça recommence à devenir à la mode d'être un solo founder. Okay. Tu vois. Donc non, je pense que c'est en aucun cas une limite et je pense que si t'as un truc qui te fait... Ah oui, pour répondre à ta question, le fait d'être tourné vers les autres, Ouais, en fait, j'allais dire, est-ce que c'est ça ta mission? C'est d'aider les autres? Ouais, bah moi, ça me galvanise. Ouais. Je pense et je pense que t'as pas la chance de faire ça dans tous les milieux. Je veux dire, tu ressens moins ces choses-là quand tu fais... Après, ça dépend sur quoi tu bosses, hein. Mais genre, si tu fais l'infintech ou si tu fais des trucs comme ça, tu ressens moins. Quand t'as un contact direct avec les gens et que tu réponds à un problème qui est plus consumer et qui s'adresse à vraiment des choses qui sont importantes dans la vie des gens, ouais, en fait, t'es galvanisé par ce truc-là, ça te donne vraiment une énergie qui est assez ouf. Et en fait, tu t'en fous parce que quand tu commences à placer des gens et que tu te rends compte que t'as un impact énorme sur leur vie, qu'ils démarrent des carrières qui leur plaisent trop et qu'ils rencontrent des gens qui sont ouf grâce à ce que t'as fait, en fait, tu t'en fous parce que t'as juste envie de continuer à faire ça. Genre, moi, je passe ma vie à juste parler à des mecs et je me dis, oh là là, lui, il est tellement smart, il faut absolument que quelqu'un le recrute. Et du coup, d'un seul coup, je commence à plus dormir la nuit parce que je me dis, lui, ça y est, ok, lui, il faut que je trouve tel type de boîte, il faut que machin. Et en fait, ça me permet d'avancer très vite comme ça. Donc, le fait d'être tourné vers l'extérieur, c'est sûr que c'est un truc assez cool. C'est une excuse pour toi de rencontrer des gens stylés? Comment ça? Ta boîte? Comment ça, ce serait une excuse pour quoi? Bah, d'avoir une raison d'approcher des gens qui en fait foncièrement t'impressionnent et tu te dis vas-y, j'ai envie des choses. Ouais, bien sûr. Il y a un côté qui te fuel à titre perso. C'est pour ça que j'aime bien faire les calls je me sens intimidé très souvent dans les calls. Genre, et c'est un bon comment dire, c'est un bon indicateur, ça. Ouais, genre il y a des gens parfois ils bouclent le truc et je me dis oh là là,
À quel moment ils prennent un call avec moi, genre. Et je suis là et je pose quelques questions, je suis hyper impressionné par la personne. Mais c'est trop bien parce que bah, déjà, tu construis un réseau de gens qui sont passionnés et passionnants, qui est pas juste un réseau, genre, je veux dire, très social, de gens qui sont très vus, tu vois, dans la société. Non, c'est un réseau très deep. Tu mets des racines très, très profondes dans des gens qui taffent et qui apportent quelque chose de ouf dans les boîtes dans lesquelles ils sont. Et effectivement, enfin, c'est une excuse le recrutement, c'est trop bien pour ça, quoi. C'est que des rencontres et c'est un peu cliché de dire ça, hein, non, non, mais tu vois ce que je veux on parle dire. d'humain et on va y aller, on va un petit peu opposer l'humain et la data, mais juste avant ça, si ces gens, c'est des pépites, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi? Et qu'est-ce qui leur manque? C'est ça, parce que sinon, ils viendraient pas te parler. Bah, disons qu'il y a une asymétrie d'informations sur le marché. C'est ça le recrutement en fait. Hein. Le recrutement, c'est une asymétrie d'informations. T'as des gens qui sont potentiellement à l'écoute, t'as des boîtes qui sont potentiellement intéressées par ces gens-là et ça fit, mais juste ils le savent pas, ni l'un ni l'autre. Tu vois. Donc en fait, le principe du recrutement, c'est qu'il y a une asymétrie d'informations, que donc toi tu collectes des informations d'un côté et de l'autre, et que tu distribues ces informations avec beaucoup. T'es très consciencieux dans la manière de faire ça, et c'est ça le business. C'est juste ça en fait. C'est que de l'information le recrutement. Donc ce qu'ils viennent chercher, c'est une information que j'aurais et que non pas. Genre une boîte très cool, très stylée, avec des fondateurs qui sont absolument passionnants et que moi je sélectionne sur Candix parce que c'est pas n'importe qui peut rentrer dans le vivier. Et donc c'est ça qu'ils viennent chercher, c'est l'info. Mais comment dire, ils valident pas leur valeur via toi, ils savent déjà se vendre, non, ils connaissent leurs ambitions. Non, ça ils savent pas forcément. En fait, et donc derrière, et ça c'est l'autre truc, c'est que tu as des dynamiques de marché, que pour qu'un profil soit attirant pour une boîte, il faut qu'il soit, qu'il y ait une certaine forme de rareté autour de ce profil. Il y a vraiment quelque chose, c'est très subtil le recrutement. C'est pour ça que souvent les agences, elles font un truc qui est très grossier, genre elles trouvent un mec, elles envoient le CV à 50 000 personnes et c'est la pire chose qu'on puisse faire pour toi parce que qui mord, toi, les jours où tu te mets à rechercher un taf, en fait, tu le sais pas, mais t'es déjà sur le marché depuis 3 mois. Mais tu le savais pas, tu vois. Et tout le monde t'a déjà vu. Et donc, non, il faut être très précautionneux, maintenir des dynamiques de marché qui sont très intéressantes. Et donc, les boîtes qui sont sur Candix, quand il y a un profil qui leur est présenté et qui est assez intéressant pour elles, elles savent que le mec a des options. Elles savent que il a d'autres boîtes très cool sur Candix qui sont intéressées par cette personne-là. Ça accélère les process, ça crée aussi, tu vois, une sorte de FOMO qui est assez importante pour les gens. Et donc, il faut bien comprendre ces dynamiques de marché parce qu'elles sont clés dans le recrutement. Donc, en gros, ce que les gens viennent chercher chez Candix, c'est de l'info. Enfin, genre, je les mets en contact avec vraiment les meilleures boîtes qui sont pas juste les meilleures boîtes dans le sens où elles sont tous dans TechCrunch. C'est plus, des fondateurs qui sont passionnants, qui ont levé avec des très beaux fonds, tu vois. Et en plus, ils sont mis en valeur d'une manière très particulière qui font que ça va activer vraiment les boîtes dans le fait de les embaucher. Je pense que c'est un bon moyen pour eux de connaître leur valeur. C'est quoi ta valeur, cher Théo? Et est-ce qu'il y a un moment, il y a un événement qui t'a permis d'en prendre conscience, de la palper? Tu veux dire ma valeur ou la valeur de la boîte? Ta valeur, à travers toutes tes expériences. Je saurais pas trop te dire. Je vais pas te recruter, mec. Donc ça va, il y a pas d'enjeu. Mais je pense que j'ai un truc qui plaise à certaines personnes et que d'autres détestent, c'est que je suis très intense. Tu vois, je suis très intense, je peux faire énormément de choses en même temps. T'es passionné? Ouais, je suis vraiment passionné par ce que je fais. Genre, j'adore ce que je fais. Genre, je suis pas juste je fais pas juste la start-up pour faire la start-up. Si les start-up ça existait pas, je ferais cette boîte et je la boosserais après et ça fonctionnerait très bien. Donc, je suis passionné, je suis intense. Et c'est une qualité, un défaut parce que parfois, quand t'es intense, tu peux être fatigant pour les gens. Mais c'est ce qui permet de soulever des montagnes, comme tu disais tout à l'heure. Comme donc, il faut être avec des gens intenses. Ouais. Ok. Faut être avec des gens intenses. Et cette intensité, tu vois, par exemple, un exemple typique, c'est quand tu lèves des fonds. Quand t'es très intense, les gens le sentent. T'as des gens qui aiment, t'as des gens qui aiment pas. T'as des gens qui kiffent l'intensité. En vrai, les anglo-saxons, ils kiffent bien l'intensité. En France, reste tranquille, non? Ouais. En France, pose-toi. Ouais, les gens aiment pas trop ça et je critique pas, hein. Enfin chacun son style. Moi j'aime bien aller très vite, j'aime bien, tu vois. Et si je comprends bien, aujourd'hui tu iras, que ça soit investisseur ou autre, plutôt vers des personnes qui te ressemblent et qui acceptent cette singularité, cette passion, cette intensité. Ouais, je pense que c'est important de t'entourer de gens qui correspondent un peu
qui correspondent un peu à ça, sinon tu vas passer un sale moment en fait. Sauf si tu prends des invests et que derrière, en fait, pendant 10 ans, t'es assez proche d'eux parce que c'est des invests. C'est un peu chiant si t'es pas du tout aligné sur les valeurs. Mais tu vois qu'on est, Ouais. nous tous en tant qu'êtres humains, on cherche aussi à être validés par des gens. Ouais. Quitte à s'oublier par moment ou à pas Ouais. savoir qu'on n'est plus en accord avec nos valeurs. Ouais. Donc tu vois, c'est pour ça que je te posais la question de c'est quoi ta valeur. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment, juste, t'as vu cette différence peut-être par rapport à d'autres, ton intensité, ta passion, et tu t'es dit c'est une force et tu l'as accepté? Ou est-ce qu'à l'inverse, ça a été négatif ou néfaste par d'autres moments? Ouais, je pense que t'as une certaine timidité quand t'es assez intense et que tu... Genre, ma mère, elle est comme ça, tu vois. Très intense, et c'est un truc qui est agaçant et à la fois passionnant chez elle, tu vois. Je pense que... Je sais pas s'il y a un moment en particulier qui m'a fait accepter ça, mais c'est venu, en tout cas, au fur et à mesure de quand j'ai commencé à développer cette boîte-là. Avant, j'étais plutôt timide dans mon coin, derrière mon ordi, à faire mes side projects et tout. Je saurais même pas te dire s'il y a un moment en particulier. J'ai l'impression que c'est venu de manière un petit peu pratique, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre. Si je fais tout ce que je veux, je vais au max du truc. Et advienne que pourra, quoi. Ouais. Et puis aussi, tu parlais de validation. J'ai pas besoin de validation. J'ai jamais eu besoin de validation extérieure. J'ai pas le sentiment d'avoir de l'ego et je suis capable de faire. Enfin, je veux dire, s'il faut se mettre, tu vois. S'il faut mouiller la chemise et faire des trucs, je le fais sans aucun problème. Quand je veux quelque chose et s'il faut ramer pour l'avoir, je le fais. Il y a aucun souci. Donc disons que ça me permet d'aller développer ce truc-là et de pousser assez loin et assez fort. Là où t'as beaucoup de gens qui ont de l'ego et qui ont un peu peur en fait de faire des trucs et de s'exposer à l'extérieur. Tu vois, moi j'en ai rien à foutre. Tu pourrais retourner en freelance un jour? Non, c'est une vie révolue. C'est une vie révolue. Ouais. Je voulais te poser cette question là depuis tout à l'heure. Je voulais parler de tech et d'humain. Et en fait, tout simplement, c'est quoi le truc que tu regardes au quotidien? Est-ce que c'est une data, tu vois, un KPI très tangible? Ouais. Ou est-ce que c'est un truc que tu palpes? C'est quoi ce que tu regardes au quotidien? Et ça a été quoi ton plus grand kiff en 11 mois de Candix? Ben, ce que je regarde au quotidien, c'est une métrique. Ça, c'est ma métrique phare. C'est tout simplement combien de personnes ont été mises en relation sur Candix, des trucs de qualité. En gros, comment est-ce que je le mesure aujourd'hui? Bon, c'est un peu trivial. C'est combien de boîtes ont contacté des candidats. Je pars du principe qu'il y a un alignement à ce moment-là. C'est pas une métrique parfaite, mais en tout cas, c'est celle que je regarde et je trouve ça assez cool. Et ensuite, c'est tous les messages que tu reçois. Genre, tous les messages que tu reçois, c'est évidemment galvanisant quand t'as des gens qui, tu vois, tu leur as parlé et tu sens qu'ils se sentaient pas complètement comblés dans leur taf et d'un seul coup, ils changent de taf et toi, tu sais qu'ils sont dans une boîte de ouf et que les fondateurs sont trop stylés et qu'ils vont être trop bien. Bah, en vrai, c'est assez fort, quoi. Ensuite, t'as évidemment toutes les métriques, l'argent, c'est J'allais cool à dire, traquer, pas ouais. d'argent dans tout ça, mais... Bah, si, mais Mais c'est une facile de faire de l'argent dans le conséquence, recrutement. Tout le monde fait de l'argent dans le recrutement, tu vois. C'est drôle ce que tu dis. Je pense pas que tu sois psy, je pense pas que tu veuilles changer des vies, mais le recrutement et le taf, ça a une part tellement importante, le travail dans notre vie. Tu vois à quel point ça peut impacter quelqu'un? C'est quelque chose que tu soupçonnais ou pas forcément? Bah, c'est tout simplement la boîte dans laquelle t'es, c'est les gens avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie, Plus que ta quasiment. famille, ouais. Ouais, plus que la famille. Donc, faut être très précautionneux d'avec qui tu bosses, tu vois. Mais t'as jamais bossé dans une boîte, bon t'as été freelance, mais tu vois ce que j'ai quand même eu ce contact humain énormément, tu vois. Donc t'as pris conscience de l'enjeu que ça pouvait être pour des gens. Ouais, bien sûr. Tu trouves qu'on nous forme assez à ça? Bah, je sais pas si tu peux vraiment être formé, c'est plus vraiment dans tes interactions sociales, parce que c'est pas qu'avec les boîtes, c'est genre les amis que tu choisis, tu vois. Je pense que parfois t'as des gens, ils se trimballent des amis qu'ils devraient pas garder, tu vois. Et c'est un peu la même chose, c'est que genre juste il faut être, genre t'as un peu tes trois cercles sociaux, t'as celui qui est très proche, le secondaire, et ensuite t'as un peu tous les camarades avec qui tu peux t'amuser et faire des dîners, etc. Le cercle très proche. Et le deuxième, il faut vraiment être très précautionneux de qui tu mets dedans, parce que c'est les gens avec qui tu es confronté vraiment au quotidien. Donc ça, c'est valable dans le recrutement comme ailleurs, mais c'est vrai que dans le recrutement, c'est important parce que c'est les gens que tu vas voir le plus, tu vois. Donc c'est un cercle très 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 proche. Alors j'allais te dire, on nous apprend pas forcément à ça. Juste mini question, t'as beaucoup d'amis ou t'en as peu mais très quali? C'est quoi la question? La réponse, pardon. J'ai peu d'amis, très quali. Pareil, je suis un peu intense en amitié. Donc j'ai vraiment très peu. Enfin, j'ai des gens vraiment très ciblés et j'entretiens vraiment les relations de manière. Je suis très proactif dans les relations, mais très peu. Ensuite, j'ai des camarades comme tout le monde, mais maintenant j'ai des enfants. J'ai des enfants. Je peux te dire que ma vie c'est mon taf et ma famille.
Et les amis très proches un petit peu après. Et des dîners de temps en temps, mais je sors pas, je bois pas des verres la semaine, des trucs comme ça. J'ai genre, c'était avant. On a déjà fait une bonne heure, Ouais. juste prendre 2-3 minutes encore. Ouais. C'est quoi le plus gros conseil que tu donnerais à des gens qui passent des entretiens? Ouais. C'est quoi la variable qu'il faut voir, tu vois, le facteur sur lequel il faut juger quand tu es en entretien d'embauche? Bah, je pense que t'as un truc qui est universel, c'est quand tu tombes amoureux professionnellement de quelqu'un, tu tombes amoureux professionnellement et t'as pas de critères. Je pense qu'il faut attendre ça. Genre, il n'y a pas Le d'avoir fit. des listes de critères, mais il faut que le fit soit absolu. Et je le vois sur Candix dans la mesure où, genre, parfois, t'as des boîtes, elles passent 3-4 semaines en process avec des candidats et parfois elles trouvent le mec et elles le recrutent en 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un fit professionnel, mais instant et plus aucun doute. Je pense qu'il faut pas avoir des critères et arriver en mode, tu vois, je veux ci, ça, je vais essayer d'analyser les trucs avec tu vois, ton petit calepin et tu notes, machin. Non, il faut attendre et ne rien préparer, jamais. Et si t'as un fit absolu avec quelqu'un, t'auras un fit absolu avec quelqu'un et je te jure que t'auras besoin de rien. Et ça, c'est valable pour les boîtes et pour les gens. Tu vois, c'est vraiment que de l'alchimie. C'est du gut feeling? Ouais. Depuis toujours, tu le tiens, ce truc de même si ça fait pas de sens et qu'il y a des signaux que je saurais pas expliquer, je ressens un truc qui est viscéral, je suis mon instinct. Ouais, je le sens et je le vois maintenant en fait. Je le vois parce que c'est comme ça que les gens recrutent souvent. Genre quand tu dois aller très vite dans un... Parce que sur Candix, c'est un peu particulier parce que c'est que des gens qui sont en poste. Donc il faut qu'ils quittent leur taf. Donc t'imagines, genre il faut qu'ils donnent leur démission, qu'ils fassent leur pot de départ et qu'ils quittent leur équipe avec laquelle ils bossent et tout. T'imagines l'effort que c'est. Bien sûr. Et donc ils font ça que quand ils parlent à quelqu'un et que c'est ouf, tu vois. Le recrutement, c'est beaucoup d'émotions. Ben, je sais pas si on peut appeler ça de l'émotion, mais en tout cas c'est le gut l'alchimie. feeling pour moi, c'est de l'émotion. Ouais, c'est du gut feeling, mais ça va au-delà de ça, dans le sens, c'est pas, ah tiens, je me dis que c'est intéressant, il faut que ce soit, souvent, genre quand il y a cette alchimie, genre, tu sais, tu fais un call le matin avec le fondateur, je peux te dire qu'il va pas attendre une semaine avant de te remettre un call avec l'autre, il va dire, attends, t'es dispo là dans 1 heure parce que faut que tu parles avec moi, et puis en fait, en 3 jours, t'as l'offre qui est sortie, tu vois. C'est plus l'alchimie et tu vois, le côté, plus que du gut feeling qui serait un peu, c'est léger comme mot, le gut feeling, je pense que c'est plus que ça, tu vois. Est-ce que l'IA dans le recrutement pourra remplacer cette alchimie? L'alchimie, c'est incraquable. C'est un truc. L'émotion, c'est incraquable au final dans c'est l'IA, incraquable. C'est trop sensible. C'est impossible de comprendre tous les biais et toutes les histoires personnelles des gens qui font qu'à un moment donné, ils vont matcher. Moi, je fais pas du tout ça. Je prétends pas du tout faire ça. Moi, je prends juste les intentions des gens, ce qu'ils expriment, vouloir, que ce soit les boîtes ou les candidats. J'aligne et ensuite je les laisse avoir l'alchimie. Mais je leur garantis pas qu'il va y avoir une alchimie, tu vois. Il faut quand même toujours que tu vois 10 personnes pour avoir une personne avec qui tu vas bien t'entendre. Ce qui est cool, c'est que c'est plus de 100, c'est 10. Tu vois, parce qu'au moins t'as les intents qui sont alignés, tu vois. Et c'est peut-être là que je regarde la caméra et que non, les amis, l'IA ne remplacera pas tous nos jobs, surtout ceux dans lesquels on peut apporter réellement de la valeur via tout ça. Sûr. Bon, dernière question, sur une échelle de 1 à 10, cher Théo, à quel point t'es heureux au quotidien? Je suis très heureux. Je dirais 9, 10. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es riche? Pas assez riche. La boîte gagne beaucoup d'argent, mais enfin beaucoup. Je veux dire, pour un solo founder avec 100% de marge, beaucoup d'argent. En revanche, je me paye un salaire d'ouvrier. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur t'apporte du sens dans ta vie perso? Je dirais 10. Et à quel point ce même job, sur une échelle de 1 à 10, est-il difficile ou te demande des efforts au quotidien? C'est dur à dire. Ça, c'est dur comme question. Je dirais 7, parce que c'est une grosse... Enfin, c'est très demandant, une grosse intensité, mais en même temps, tu kiffes, quoi. Corrélation, difficulté, bonheur. Ça. Mettons 7. Et je termine là-dessus. J'ai pas le nom de ton fils et de ta future fille, si j'ai bien compris. C'est quoi le plus bel héritage que tu as envie de leur transmettre? Je parle pas d'argent, mais c'est quoi le conseil pour que eux, et je vais être très pompeux, réussissent leur vie? Bah, je pense que c'est vraiment de démontrer que quand tu veux quelque chose, tu taffes énormément pour l'avoir. Tu vois, et je pense que s'ils voient que tu fais ça, que tu mets aucune barrière et que vraiment tu vas vers les choses qui sont difficiles, tout le temps les choses qui sont difficiles, et ben, je pense que tu déblais énormément pour eux. Et
tout paraît facile au bout d'un moment en fait. Rien paraît, c'est énormément, enfin, c'est très cliché ce que je dis, hein. Mais quand tu fais ça vraiment, que tu fais toujours des choses plus difficiles et plus difficiles et plus difficiles, t'as rien qui paraît impossible. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux transmettre à tes enfants. Ça dépasse complètement l'argent et les trucs comme ça. C'est plus vraiment de transmettre l'idée que quand tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir, tu peux aller le chercher, tu peux l'avoir. Question bonus, et après c'est terminé, promis. Un bon entrepreneur, c'est ça justement, c'est quelqu'un qui est résilient, on dit souvent, mais qui aussi a pété toutes ses barrières mentales en se disant je peux, plus que quelqu'un qui est hyper expert d'un truc ou hyper intelligent. Je suis pas sûr d'être vraiment qualifié pour dire ce qu'est un bon entrepreneur. Je suis vraiment au tout début de ma vie entrepreneuriale, mais mon intuition serait de dire que c'est ça effectivement. C'est quelqu'un qui va toujours vers la difficulté, toujours dans l'inconfort, dans le côté un peu cringe, tu sais, de l'interaction avec les autres, tu vois, de dépassement. Et je pense que si tu fais ça constamment, mais constamment, tu vas beaucoup plus vite que qui que ce soit. Les amis, il n'y aura aucun cut dans ce podcast. Je crois que ça a été d'une fluidité incroyable. Un grand merci Théo pour ce temps. Bah, c'était cool. Merci à toi. Misez sur vous les amis, prenez des risques et prenez du plaisir et faites des choses bien et un bel impact sur notre société. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas ? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.